Monsieur Patrick Bouhar, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions du matin. C'est moi qui vous remercie d'être avec nous, bien au contraire. Donc là, je vois que vous avez un large sourire. Je présume que c'est un soulagement finalement de voir se tenir sa 35e édition qui a été reportée à plusieurs reprises en raison, comme tout le monde le sait, du Covid-19. Les organisateurs, hein, la chance qu'on a eue, c'est de pouvoir passer ce cap-là. On a eu beaucoup de chance. Et puis de pouvoir maintenir aussi les salaires de notre fondation à Ouarzazate. On a 7 salariés aussi pendant toute la durée de cette pandémie. Donc on est super content. Et d'être là, c'est une étape tellement importante. J'y étais dans le désert au mois d'août quand même. Déjà, j'ai fait un premier pas. Il faisait un peu chaud. Mais on a rencontré toutes les autorités civiles et militaires. C'était vraiment hyper important d'être présent sur le terrain. Et là, c'est le retour. Hier, c'était une petite conférence de presse en distanciel, bien entendu. C'était moins convivial que quand on le fait d'habitude ici. Mais d'un autre côté, voilà, je pense que c'est bien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, les restrictions qu'on a mis en place, les distanciations sociales, etc. etc. Donc c'est une étape très importante. Les camions ont quitté la mer pour arriver sur le sol marocain et maintenant ils sont en route pour Rachidia. Ça aussi c'était une étape importante. Tout le matériel qui est acheminé d'être sur place. Et puis j'ai une équipe qui arrive jeudi, les pisteurs, les commissaires de course sur Marrakech. Ils prennent les véhicules et ça y est, ils partent aussi en mission. J'en ai d'autres qui arrivent quelques jours après. Et ensuite les affrètements, 2 avions de Londres, 3 avions de Paris. On attend encore la validation du transport, mais je pense que ça va bien marcher parce qu'on a rempli tous les documents nécessaires. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous enthousiasme tellement les uns et les autres après ces moments vraiment d'interruption totale où on essaie malgré tout de garder de la communication avec tous nos coureurs, où on a essayé d'être présent toute cette année et demie passée même en faisant des waiting for the MDS, des MDS at home, des défis, réaliser un sac à dos, etc. Essayer de trouver des partenaires avec TSM ici au Maroc, vraiment qui sont des super collaborateurs et amis. Donc le plaisir est plus qu'au rendez-vous cette année. Donc certes, la pandémie commence à diminuer, heureusement, mais malheureusement, elle est toujours là. Donc quelles sont les mesures spécifiques que vous avez mises sur place pour un petit peu essayer d'avoir 0 cas pendant le marathon des sables? Alors tout d'abord, on s'est engagé à ce que tout le monde soit vacciné. Tout le monde, tous ceux qui viennent dans nos affrètements, en plus avec un test PCR négatif. Donc il n'y a pas une personne qui va se poser sur le sol marocain sans être vacciné et un test PCR négatif. Tous les prestataires ici au Maroc, parce qu'il y en a beaucoup, seront également vaccinés. On a prévu, nous, 300 ou 400 tests antigéniques pour tester aussi des personnes qui vont arriver du Maroc, même nos amis journalistes. Je pense que c'est une précaution qui fera plaisir aussi à tout le monde. Je pense qu'on n'en fait jamais trop et comme je dis toujours, anticipons le pire, le meilleur ne nous surprendra jamais. Donc essayons d'être à la hauteur. En ce qui concerne les coureurs, évidemment la distanciation, à la restauration les premiers jours, un couloir où on est obligé de se laver les mains. On ne va pas se servir. On va servir les concurrents. On a mis ça en place avec le groupe Xalouka. Les départs de course, évidemment. Les réunions de briefing avec un masque. Et puis après, dans le désert, on retire son masque. Mais on le remet quand on arrive au checkpoint. Et puis ensuite, on le retire jusqu'à l'arrivée. Et on garde ce schéma-là jusqu'à la fin. Donc ça, c'est très très important parce que à la fois pour notre santé, mais la santé des autres. Est-ce que, par exemple, parce que dans les éditions précédentes, il y avait toujours 8 personnes par tente, est-ce que cette année, ce nombre va être baissé ou pas du tout? Non, parce qu'en fait, on est dehors, c'est des tentes ouvertes au vent. On en a parlé avec la direction médicale. Ça ne changerait pas grand-chose qu'on soit 6 ou 8. Par contre, on conseille à tout le monde de dormir tête bêche, vous voyez, un d'un côté, un à la tête de l'autre, ce qui fait que ça garde une distance de plus d'1 mètre entre chaque concurrent la nuit. Donc ça, c'est aussi une petite précaution supplémentaire. Pour vous personnellement, parce que vous êtes le fondateur, le top manager, qu'est-ce que ça vous fait personnellement de retrouver le sud-est marocain après 18 mois d'absence? Personnellement, évidemment, c'est plus qu'une satisfaction. Je suis plus qu'enthousiaste pour moi, mes équipes qui travaillent toute l'année pour préparer cet événement. D'autant plus que c'est le 35e anniversaire.
Et ce sera aussi 25 années de haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc c'est 2 anniversaires en fait qu'on va célébrer. Et puis aussi c'est l'attente des participants qui nous ont fait confiance, qui se sont préparés et qui mince s'est reporté. À chaque fois on a eu la chance quand même d'avoir cette petite intuition, cette petite voix intérieure qui dit attention là, il faut repousser. Donc à chaque fois qu'on l'a fait, beaucoup d'autres ont suivi également et on a bien fait de le faire parce qu'on serait allé dans le mur. Et cette fois-ci, on a senti qu'il fallait maintenir parce que les autorités du Rachidia nous ont vraiment fait sentir que tout le monde était prêt à nous accueillir, qu'il ne fallait surtout pas baisser les bras, que c'était important aussi pour eux comme pour tout le monde, parce que tous ces événements qui ont lieu dans le Sud, ça fait vivre quand même des milliers de familles au niveau de l'économie locale et puis aussi c'est une belle vitrine d'images pour le Maroc, c'est des spots géants, donc ça c'est plutôt extraordinaire. Ça, je vais mettre mon téléphone plus loin. Et bon, moi, à titre personnel, j'ai retrouvé le désert au mois d'août. Il faisait hyper chaud. On n'est que 3. On n'a rencontré personne. On avait quelques points GPS à valider. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo du bivouac de la longue étape, tellement j'étais heureux pour le partager sur les réseaux sociaux avec tout le monde. Et puis, j'ai bien vu l'attente des gens de se voir en vrai. À Chamonix, au salon de l'Ultra Trail, on avait un stand. Et là, il y a énormément de gens qui sont venus nous voir. Il y avait aussi l'équipe Koh Lanta qui, cette année, va être un peu en vedette, avec Mathieu Blanchard qui a fait la 3e place sur l'UTMB. Donc, au niveau de la compétition, il va peut-être venir chatouiller un peu les athlètes marocains qui sont quand même high level, quoi. Vous avez parlé de l'attente des coureurs, parce que ça fait des OAMAS, donc les coureurs qui ont été engagés, qui attendaient de participer. Pour ceux qui ne peuvent pas, pour ceux qui se sont engagés et qui ne peuvent pas y être cette année, est-ce qu'ils peuvent venir en 2022, 2023, ou vous allez le rembourser? Comment? Ce qui est formidable, c'est que ça montre vraiment que le Marathon des Sables, c'est comme une famille, que les rêves qui ont été construits et nourris au fil de ces mois d'attente, d'entraînement, etc., ce n'était pas en vain. C'est que la majorité des coureurs ont accepté de reporter soit sur 2022, voire sur 2023, comme l'Australie, la Malaisie, des pays qui sont fermés encore aujourd'hui, malheureusement. Donc là, aujourd'hui, on est à peu près 720 participants. On était à peu près 1200 il y a 2 ans. Mais par contre, on est déjà plus de 900 coureurs inscrits pour 2022, et puis je crois entre 200 et 300 pour 2023. Et après, ceux qui ne voulaient pas participer, c'est un remboursement intégral selon les règles internationales, en tout cas les lois européennes dont nous sommes contraints de respecter. Et puis c'est logique. Le Marathon des Sables fait partie de l'Ultra Trail World Tour, mais c'est l'un des raids désertiques qui a la spécificité d'associer et les coureurs et les marcheurs. Pourquoi avez-vous opté pour cette dualité coureur-marcheur au lieu que des coureurs de top niveau et d'autres? Alors, je vais vous répondre. 2. J'ai fait partie de l'Ultra Trail World Tour pendant au moins 3-4 ans. Et je suis sorti du circuit, qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. L'île de la Réunion, la course de l'île de la Réunion en est sortie, j'en suis sorti. Je pense que c'était un investissement un peu trop lourd pour nous, qui n'avions pas besoin de financer quelque chose pour avoir 2 news. Vous comprenez que vous ne faites plus partie de... On n'en fait plus partie, mais aujourd'hui, il y a presque plus de... ce circuit a été revendu à une autre organisation qui en fait quelque chose de différent. C'est plus du tout ce que c'était à l'origine. Donc voilà, je pense que c'était une bonne idée par contre pour des courses qui étaient nouvelles, qui avaient besoin de notoriété, de faire partie d'un circuit. Bon franchement, La Réunion, l'UTMB, toutes ces courses n'avaient pas vraiment besoin d'en faire partie. Mais ça a attiré d'autres courses à un moment donné. Et j'ai préféré que ces investissements aillent, par exemple, dans la sécurité de la course. Tout le monde sait que je suis un peu parano de la sécurité. Et bon, les balises satellites, les radios numériques, on est passé de la léger au numérique, par exemple. Donc on a préféré investir ça. C'était beaucoup plus judicieux. Maintenant, alterner coureurs et marcheurs, c'est une question qu'on m'a posée dès le début. On m'a dit, mais Patrick, tu vas être obligé de choisir. Soit c'est une course, une compétition que pour les coureurs, ou une marche et pas les deux. Et j'ai dit, mais pourquoi ?
donnez-moi une bonne raison de ne pas à la fois satisfaire les compétiteurs qui viennent pour le chrono, être à la hauteur de leurs attentes au niveau du classement, et aussi des marcheurs qui peuvent le faire dans un temps raisonnable, la main dans la main, en gérant bien leur compétition, leur nourriture, leurs efforts, leur alimentation, leur hydratation, et pouvoir terminer la main dans la main. Et c'est ça qui est formidable, c'est de pouvoir marier justement toute cette population qui ont des motivations complètement différentes et qui arrivent malgré tout à passer la banderole, être heureux de dire je l'ai fait en marchant ou en courant. Le marathon de sable, quand même, il a une notoriété internationale. Tout le monde le sait. C'est connu, il est suivi par tout le monde. Mais par contre, j'ai une remarque à propos de la participation des femmes. Il y a toujours moins de femmes. Cette année, par exemple, encore, il n'y aura que 20 contre 80% d'hommes. Est-ce qu'il y a un petit travail à faire au niveau de la communication auprès des femmes ou comment... Oui, je crois. Hein, de toute façon, au début, c'était 5% de femmes qui venaient au Marathon des Sables. C'est monté à 10, à 15, à 20. Donc c'est déjà énorme. Mais vous regardez, dans toutes les compétitions en général, les femmes ne sont jamais majoritaires. Hein. C'est comme ça, c'est des statistiques. Hein. Maintenant, c'est vrai que nous, on encourage les femmes à participer. Et justement, ne pas leur mettre la pression en disant c'est une course que pour les compétiteurs de haut niveau. Tu peux le faire en marchant, en alternant la course et la marche à pied. Donc ça donne une certaine sérénité avec des temps maximum autorisés qui ne pénalisent pas les gens qui viennent dans un esprit plutôt de découverte, de convivialité, de partage, ou des gens qui portent les couleurs d'une association caritative pour lever des fonds. Donc ce serait dommage de limiter cette épreuve qu'au high level, les meilleurs, et ne pas donner la chance à monsieur et madame tout le monde de le faire. J'ai des retraités qui le font la main dans la main. C'est une expérience de vie incroyable pour eux aussi, quoi. Et j'en ai qui viennent comme ça depuis 10 ans. Pour eux, c'est comme un chemin de Compostelle, parce qu'on parle souvent de la compétition, mais on ne parle pas de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de son cœur. C'est un chemin de vie, c'est une introspection, c'est un voyage intérieur. On trouve des réponses à des questions qu'on n'imaginait pas se poser avant le départ. Alors quand je dis ça aux concurrents au départ, je dis « Oula, qu'est-ce qu'il nous raconte, Patrick ?» Bon, faut voir. Et puis à la fin, ils viennent me voir. Mais c'est vrai, tu avais raison, c'est quelque chose de fort, de puissant, ce qui se passe à l'intérieur de notre être pendant cette épreuve. Donc le marathon des sables, en quelque sorte, c'est un voyage à l'intérieur de soi-même. Aussi, c'est une véritable introspection, mais c'est vrai qu'on le vend pas comme ça. C'est une compétition, c'est comme on vend pas que c'est une course caritative non plus, parce que nos actions, elles sont là, elles sont bien évidentes, mais on ne l'utilise pas en marketing pour dire c'est une course parce qu'on amène ceci ou cela. Non, et ben là c'est la même chose. Je pense qu'on vend pas le voyage intérieur, l'introspection, mais c'est un phénomène qui naturellement se produit quand on est sous les étoiles le soir dans la longue étape, qu'on est seul ou qu'on parle avec un japonais, on se rend compte la barrière des langues, ça tombe complètement, qu'on est en une espèce d'harmonie, quelque chose qui se passe naturellement. On n'a pas besoin de parler le même langage, on se comprend, on est une famille, une caravane qui voyage, et dans ce voyage, il se passe des choses, des moments de solitude, des moments de partage, des moments où on se pose des questions sur le sens qu'on veut donner à sa vie, sur son travail, sa famille. C'est quoi notre quête véritablement? Vous avez été dans le sud-est marocain, vous avez dit pendant le mois d'août. J'aimerais bien vous interroger parce qu'il y a Cactus, est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il vous attend? Est-ce qu'il est toujours en vie? Alors, vous l'avez vu? Non, mais c'est une bonne question. En fait, après sa participation, Cactus, donc ce chien du désert qui appartenait à une femme, une Anglaise qui avait une petite auberge là-bas, nous avait rejoint au CP numéro 1 de la deuxième étape, et il a parcouru 195 km avec nous. Il était accueilli par les concurrents, par les contrôles, tout le monde lui donnait à boire, à manger. C'était extraordinaire. Et il arrivait sous la banderole et il s'arrêtait au chrono comme s'il allait demander le temps qu'il avait fait. Mais il y a eu des attitudes de ce chien particulier. Et après la course, on a voulu aller voir pendant des repérages la propriétaire et son chien. On est arrivé dans la petite auberge, on était une toute petite équipe. Elle était partie le promener dans la pampa. On l'a vu amender dans un oued, on s'est approché. Le chien s'est mis à courir, Cactus, il m'a sauté sur les genoux, des gros coups de langue. C'était génial de le retrouver là avec sa famille. Et
Malheureusement, on a appris que le mois suivant, il y a une voiture qui est passée, qui l'a écrasé et il est plus de ce monde. Mais il a marqué l'épreuve, hein, et à la fois les coureurs. Et il était extraordinaire. On s'est d'ailleurs demandé si c'était pas la réincarnation de quelqu'un, parce que tellement il était proche de nous. C'était fou cette histoire. Pour ne pas terminer sur cette note un peu, Oui, c'est vrai. qu'est-ce que vous... Oui, exactement, 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 Exactement. exactement. C'est un pisteur qui ne sont plus là dans la famille. Donc vous verrez à chaque fois, on rend un petit hommage avec un lâcher de lanterne la nuit dans le désert pour eux. Et malheureusement, la vie est ainsi, il faut l'accepter. C'est le cycle des naissances et des morts. Mais le plus Exactement. tard possible, Inch'Allah. Inch'Allah. Quel message aimeriez-vous dire au passé auprès de vous participants? Alors déjà, qu'ils fassent drôlement attention à eux, parce que ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir arriver au Maroc parce qu'on a un test PCR qui est positif. Donc ça veut dire on évite les embrassades. C'est aussi un problème pour moi, hein. Moi, je suis très embrassade conviviale. Vous imaginez les remises de médailles, tout ça, c'est impossible de le faire dans les conditions normales. Donc évitez des fêtes trop importantes. Restez dans un noyau de famille où vous savez qu'il n'y a pas de souci. Préservez-vous, parce que ce serait vraiment dommage de vous être préparé ou d'avoir reporté encore de nombreuses fois pour arriver et se dire non, vous ne pouvez pas prendre l'avion parce que votre test n'est pas conforme. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce message, il est aussi valable pour les participants que pour mon staff et tous nos prestataires, évidemment. D'ailleurs, c'est un peu une petite doute. On se dit, est-ce qu'il ne faut pas augmenter le staff un petit chouïa de quelques personnes au cas où on ait 2 ou 3 bénévoles ou prestataires qui soient malades. Donc c'est ce qu'on est en train de faire aussi, toujours dans l'anticipation et en se disant, voilà, on prie le ciel, que tout se passe bien, mais voilà, que tout le monde se préserve le plus possible pour arriver en bonne santé sur la course et en pleine forme et en respectant les restrictions qu'on a mises en place pour le bien-être de chacun et la santé de chacune et chacun des participants. Merci bien, Monsieur Patrick Bouard, et on vous souhaite bonne chance pour la 37e édition. Merci, puis merci à tous les lecteurs et auditeurs du matin, parce que je sais que vous allez nous suivre toute la semaine, donc voilà. Merci de tout cœur d'être à nos côtés.